Bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la chaîne AME de la FEF, Actualité 2022 en hépatologie, qui va retracer les principales communications scientifiques de l'année en cours. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le professeur Charlotte Constantin du CHU de Grenoble. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Jérôme. Qui va nous retracer ses meilleures communications dans le domaine de la NASH, l'alcool et du carcinome hépatocellulaire. Effectivement, alors beaucoup d'actualités en 2022. Il a fallu faire des choix. Donc j'ai choisi de commencer par l'utilisation de tests non invasifs en soins primaires ou en médecine générale. Ce premier travail est une étude rétrospective américaine menée dans un registre de soins primaires. Une cohorte de plus de 20 000 patients, inclus entre 2007 et 2018, qui avaient au moins 2 calculs de FIB4. Dans cette cohorte, au cours d'un suivi de moyenne 8 ans, il y a eu plus de 800 événements hépatiques définis par le diagnostic de cirrhose, complications de cirrhose survenue d'un carcinome hépatocellulaire ou d'une transplantation hépatique. Alors, premier élément, on se rend compte que la très grande majorité des patients avaient un FIB4 qui était bas, inférieur à 1,3. Une petite partie, près de un petit peu moins de 7%, avec un score de FIB4 élevé, supérieur à 2,67, et puis presque un tiers de la population au stade intermédiaire. Un point vraiment intéressant, c'est que parmi les 800 patients, plus de 800 patients qui ont eu un événement hépatique, au moment du diagnostic de la complication, il n'y avait pas de diagnostic de la maladie sous-jacente. Ce qui montre qu'il y a vraiment un gros travail à faire d'identification des maladies hépatiques avant les complications. D'autres données importantes de ce travail, des courbes de survie en fonction des catégories de FIB4 qui montrent en rouge que c'est surtout la population qui a un FIB4 supérieur à 2,67 qui paye un lourd tribut en termes de survie et que les courbes des scores faibles inférieurs à 1,3 ou intermédiaires 1,3 de 67 sont assez proches. Même s'il y a quand même, comme on le voit sur le diagramme à côté, des événements qui surviennent dans toutes les catégories. C'est à nouveau particulièrement la population de patients avec un FIB4 supérieur à 2,67 qui va développer le plus d'événements hépatiques. Et j'ai mis les courbes d'incidence cumulée des événements hépatiques parce que non seulement les patients avec un FIB4 supérieur à 2,67, mais particulièrement ceux qui ont un FIB4 supérieur à 2,67 de façon constante dans le suivi sont sujets à développer des complications hépatiques. Je rappelle que le FIB4, c'est un test qui est extrêmement simple à calculer et qui peut vraiment aider les praticiens en soins primaires pour identifier les patients à risque de complications hépatiques pour les adresser avant les complications aux spécialistes. Un autre travail un petit peu du même ordre, cette fois-ci réalisé dans la UK Biobank. L'idée était également d'explorer différents tests non invasifs de fibrose en population générale pour voir lesquels étaient les plus pertinents pour identifier les risques de complications hépatiques à 5 ans et 10 ans. Alors c'est une grosse cohorte, près de 200 000 patients. Ils se sont intéressés uniquement à des patients qui avaient au moins un facteur de risque de maladie chronique du foie, consommation d'alcool, obésité, diabète de type 2, pour être en accord avec les recommandations actuelles qui sont de plutôt cibler les patients avec des facteurs de risque pour faire du dépistage de fibrose. Parmi ces 200 000 patients, il y a eu un petit peu plus de 1000 complications. Et parmi tous les scores qui ont été testés, c'est l'APRI qui utilise AZAD plaquettes et le FIB4 dont je viens de parler, qui sont les plus pertinents en fait pour stratifier les patients en fonction du risque de complications hépatiques. C'était ces 2 tests qui avaient les meilleurs R sous la courbe et l'élément aussi que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont essayé de voir si le fait de rajouter des données génétiques permettait d'augmenter la pertinence de ces tests. Et en fait, très peu pour les 2 meilleurs scores qui étaient l'APRI et le FIB4.
Et ça donne ça, en fait, quand on stratifie les patients en fonction de leur niveau de score. Vous le voyez, APRI, FIB4 permettent de bien différencier les patients à risque ou à très faible risque de complications hépatiques ou à très haut risque de complications hépatiques. Donc ça, c'est super intéressant. Ce sont des tests qui utilisent des marqueurs biologiques qui sont constamment prescrits en soins primaires, et qui pourrait donc être d'une grande utilité pour les praticiens qui prennent en charge les patients avec des facteurs de risque pour savoir lesquels adresser aux spécialistes, pour les prendre en charge avant les complications évidemment. Mais pour que ces tests soient utilisés, il faut qu'ils soient connus des praticiens. Et donc il y a un très joli travail de Clémence Canivet sur la sensibilisation aux maladies chroniques du foie parmi une population de diabétologues et de médecins généralistes. Dans ce travail, il est rapporté que les diabétologues et les médecins généralistes n'envoient pas systématiquement, ne pensent pas à la santé hépatique aussi souvent dans différents cas, notamment quand on parle de la consommation d'alcool, ce que disaient les médecins généralistes et les diabétologues, la même chose, ils pensent à la santé hépatique, mais par exemple, pour le diabète, les diabétologues avaient plus tendance à se penser à la santé hépatique que les médecins généralistes, et à l'inverse, pour un patient qui présentait une asthénie, c'était plutôt les médecins généralistes qui déclenchaient un bilan de la santé hépatique. Quand on leur posait la question de savoir quel test non invasif ils connaissaient, alors les taux de connaissances en général étaient assez hauts pour les diabétologues, un petit peu moins pour les médecins généralistes, mais en fait ils connaissaient les tests non invasifs qui sont les moins accessibles pour eux, c'est-à-dire les tests payants sanguins ou le fibroscan. Et ceux dont j'ai parlé, notamment le FIB4, un tiers des diabétologues connaissaient ce test, mais moins de 15% des médecins généralistes. Donc il y a un gros travail de sensibilisation aux tests à utiliser quand ils pensent à la santé hépatique, parce que finalement, ils ont l'air d'y penser, mais pas nécessairement de savoir exactement comment trier les malades à adresser aux spécialistes. Donc, les papiers que tu viens de présenter suggèrent qu'on a deux stratégies envisageables. La première, ça serait un calcul automatisé en population générale. Et l'autre, une évaluation par calcul de FIB4 plus ciblée sur des facteurs de risque, mais qui devra passer par de gros efforts d'éducation. À ton avis, laquelle est la plus pertinente, sur laquelle il faudrait tabler aujourd'hui ? Alors, la sensibilisation des médecins généralistes, c'est celle sur laquelle il faut tabler absolument, parce que dans les recommandations actuelles, que ce soit les recommandations françaises ou les recommandations américaines ou européennes, le dépistage est déclenché sur des facteurs de risque. Donc si c'est déclenché sur des facteurs de risque, ça paraît pertinent que ça parte des médecins qui s'occupent des patients exposés à ces facteurs de risque. Néanmoins, je pense qu'on sait tous que faire de la formation continue, ça prend du temps. Il va falloir déployer beaucoup d'énergie pour former les médecins déjà installés, en plus des médecins en formation. Et l'autre stratégie que tu évoquais, le calcul systématique du FIB4, notamment dans les laboratoires d'analyse biomédicale où il y a beaucoup de prescriptions qui comportent les 3 variables du FIB4, par exemple, c'est intéressant. Il peut y avoir beaucoup de faux positifs parce que ça va être fait sans savoir si les patients sont exposés à des facteurs de risque. Donc il y a des travaux qui débutent en France qui ont pour objectif d'évaluer la pertinence de cette stratégie, et je pense que ce sera très intéressant de recueillir ces données pour savoir si réellement ça va nous aider. Ça permet en tout cas de commencer aussi à faire de la sensibilisation aux médecins traitants, parce qu'ils vont voir passer du FIB4, et avec un peu de chance, un grand nombre vont se poser la question de savoir ce que c'est. Alors, là, je sors un petit peu de la médecine générale, j'arrive plutôt aux patients pour lesquels on a déjà une stéatopathie métabolique diagnostiquée, et quand on est hépatogastro-entérologue, la question qui se pose, c'est de savoir stratifier le patient en termes de pronostic pour statuer sur le rythme de surveillance notamment. Donc dans ce très joli travail, plusieurs tests non invasifs sanguins physiques ont été testés et comparés. Ce travail montre que le FIB4 sur les courbes en haut permet de bien stratifier les patients en fonction
des trois groupes, inférieur à 1,3, intermédiaire et supérieur à 1,3 en termes de risque de mortalité à long terme. C'est la même chose pour l'élastographie qui, en fonction des seuils 8 à 12 et supérieur à 12, permet également de bien stratifier les patients les plus à risque. La question qui est qu'on se pose, donc c'est un travail c'est de savoir comment est-ce qu'on utilise, est-ce que ça a un intérêt, d'utiliser de façon séquentielle ces scores, parce que le FIB4, comme je l'ai dit, c'est un score très simple, mais en utilisant le FIB4 puis l'élastographie, ce travail le montre très bien, ça permet de bien identifier les patients qui sont les moins à risque de complications hépatiques et qui peuvent rester en soins primaires avec une prise en charge évidemment des facteurs de risque. Donc je parle des patients avec un FIB4 initial inférieur à 1,3 ou les patients avec un FIB4 supérieur à 1,3 mais avec une élastométrie inférieure à 8. Et dès qu'on est supérieur à 8, la question se pose d'une prise en charge spécialisée, de l'adressage à l'hépatogastro-entérologue, ou s'il est déjà pris en charge par un hépatogastro-entérologue, se poser la question de savoir si on sait déjà qu'il y a une cirrhose, élastographie supérieure à 12, là on met en route le dépistage du carcinome hépatocellulaire, et quand on entre 8 et 12, la question peut se poser de réaliser une biopsie pour statuer sur le degré de fibrose et savoir proposer un rythme de surveillance. Et puis donc ça c'était un élément intéressant pour les pathogastro-entérologues. Il reçoit un patient qui a une suspicion de stéatopathie métabolique, il va savoir comment orienter, lesquels il va devoir garder dans sa consultation. On a parlé de l'élastographie et des seuils d'élastographie, mais on peut peut-être affiner encore plus l'utilisation des tests non invasifs en combinant différents paramètres, parce qu'aujourd'hui les tests qu'on a, ils sont assez bons pour éliminer la fibrose avancée, pas forcément toujours très bons pour en faire le diagnostic, et on est quand même encore aujourd'hui amené à faire des biopsies hépatiques pour affirmer la fibrose avancée. Dans ce travail, fait à partir d'une grosse cohorte de patients, 2 tests ont été proposés, 2 scores, Agile 3+ et Agile 4, qui ont pour objectif en fait de permettre d'identifier les patients avec une fibrose avancée 3+, ou avec une cirrhose authentique 4. C'est fait à partir des marqueurs dont on a déjà parlé, l'élasticité hépatique, le taux de plaquettes, des transaminases, le diabète, le sexe et l'âge en plus pour l'Agile 3+. Et ces nouveaux tests par rapport au FIB4 et à l'élasticité hépatique étaient ceux qui avaient la meilleure pertinence pour affirmer le diagnostic de fibrose avancée et de cirrhose, et le plus faible taux de patients dans la zone grise nécessitant une biopsie hépatique. Donc en conclusion pour cette partie, on a beaucoup de tests non invasifs à notre disposition. Nous, hépatogastro-entérologues, on commence à bien savoir utiliser les marqueurs, mais on peut encore affiner leur utilisation pour faire de moins en moins de biopsies hépatiques pour les patients qui ont une stéatopathie métabolique. Et puis, c'est, je pense, la grande nouveauté et quelque chose qu'il va falloir accompagner, l'utilisation de ces tests non invasifs en population générale ou en soins primaires, parce que si on veut améliorer le pronostic des patients, il va falloir faire un diagnostic plus précoce, et ça passera forcément par les médecins généralistes et les diabétologues. Deuxième partie de mon topo, parler un petit peu d'alcool. Alors une transition un petit peu savante avec l'utilisation de l'éthylglucuronide dans les cheveux. C'est un joli papier publié dans JHépatol cette année qui suggère que l'utilisation de ce marqueur très spécifique de la consommation d'alcool met en évidence une consommation excessive d'alcool chez les patients avec une stéatopathie métabolique. Alors c'est un travail qui a été fait sur une population de 184 patients, 114 patients avec une stéatopathie métabolique, 70 patients avec une stéatopathie liée à l'alcool. Et ils ont testé plusieurs marqueurs de la consommation d'alcool, le score audit, des tests de biologie courante comme la gamma-GT, le CDT, l'éthylglucuronide dans les urines et l'éthylglucuronide dans les cheveux.
Alors, en fonction de ce qu'ils cherchaient à dépister, il y a beaucoup de courbes montrées, de courbes ROC pour montrer la pertinence de tous ces tests. Donc, je me suis attachée à la comparaison des courbes ROC pour le diagnostic de consommation excessive d'alcool définie par une consommation de plus de 60 grammes par jour. Et le meilleur test était l'éthylglucuronide dans les cheveux, avec une AUC à 1 dans la population de patients NAFLD quand on cherchait une consommation excessive d'alcool. Ce que je dois préciser, c'est que pour les patients qui avaient un éthylglucuronide positif, tous n'avaient pas dans les questionnaires dit qu'ils consommaient de l'alcool, mais tous au final, confrontés au test, ont reconnu que l'éthylglucuronide correspondait à leur consommation réelle. Et moi, j'ai trouvé que c'était un message important, c'est que dans une population de patients pris en charge pour un diagnostic de NAFLD où on est censé considérer qu'il y a une consommation faible d'alcool, eh bien, il y a une proportion assez importante, 28% pour la stéatopathie métabolique de patients avec une consommation excessive d'alcool. Les auteurs de ce papier concluaient en disant qu'il faudrait peut-être intégrer maintenant l'éthylglucuronide dans le bilan diagnostique des patients pour bien classer entre une stéatose liée à la stéatopathie métabolique avec une consommation faible d'alcool, une stéatose liée à la consommation d'alcool ou pour ce qu'on appelle maintenant la Metabolic Associated Fatty Liver Disease, qui représente la stéatopathie associée à des facteurs de risque métabolique, avec ou sans consommation d'alcool. C'est vrai que ce test-là peut être pertinent. Alors, c'est pas simple à faire, c'est pas en routine. Moi, j'ai trouvé que le message le plus important, c'était surtout qu'il faut bien identifier les patients pour lesquels on pense qu'ils ont une stéatopathie métabolique sur leur consommation d'alcool, parce que possiblement, c'est souvent plutôt des maladies associées, en tout cas en France. Donc intéressant et à suivre, je dirais, pour nous aider à bien classer les patients. Et puis, évidemment, je pouvais pas ne pas parler de la publication sur l'étude QuickTrans, qui rapporte les résultats de la transplantation, l'accès à la transplantation accélérée pour les patients avec une hépatite alcoolique corticorésistante. Je vous le rappelle, c'est une étude prospective dans laquelle 149 patients ont été évalués pour une transplantation hépatique, les patients identifiés par l'algorithme proposé dans ce travail. L'objectif principal, c'était l'incidence cumulée de la rechute de la consommation d'alcool à 2 ans de la greffe. Et c'était une étude de non-infériorité. Alors malheureusement, sur cet objectif principal, il n'y a pas eu de démonstration de la non-infériorité entre les patients accédant à la transplantation accélérée par rapport à la transplantation standard. Il y avait un peu plus de consommation excessive dans la population de patients avec accès accéléré à la greffe, mais en termes de survie, pas de différence entre les deux populations. Donc, un résultat excellent en termes de survie, un résultat à améliorer, je dirais, en termes de prise en charge addictologique, mais loin de... Il faut pas retenir de ce travail que ça remet en question cette indication de greffe. Je pense que ça doit surtout nous pousser à standardiser les prises en charge des patients après la transplantation hépatique, parce que ce sont des patients qui sont par définition potentiellement plus difficiles, et c'est probablement là que on va améliorer les résultats pour ces patients. En tout cas, un très très beau travail dans une pathologie extrêmement difficile à prendre en charge, pour laquelle on n'a pas beaucoup d'alternatives. Et puis, je terminerai par le carcinome hépatocellulaire. Alors d'abord, en rappelant qu'on n'en a pas fini avec le carcinome hépatocellulaire, même si maintenant on a de très bons médicaments pour éradiquer le virus de l'hépatite C, pour traiter le virus de l'hépatite B, mais on a l'épidémie métabolique, diabète, obésité. Et si les tendances actuelles se poursuivent, on s'attend à une augmentation qui peut aller jusqu'à plus 55% de l'incidence et de la mortalité liée au carcinome hépatocellulaire. Donc évidemment, on va pas s'arrêter de chercher comment prendre en charge ces patients, sachant que on a toujours en France au moins 50% des patients qui au diagnostic ne sont pas éligibles à un traitement à visée curative.
Alors, une question qui est vraiment d'actualité, je trouve, c'est qu'est-ce qu'on fait des patients à qui on a éradiqué le virus de l'hépatite C alors qu'ils avaient une fibrose avancée, qu'ils étaient donc éligibles à un dépistage semestriel. Ça représente maintenant un volume de patients important et eux-mêmes se posent la question de la pertinence de la poursuite de la surveillance semestrielle. Alors, il y a plusieurs tests qui ont déjà été publiés, mais je voulais parler de celui-ci publié cette année, qui propose plusieurs scores en fait pour stratifier le risque de récidive après guérison du virus de l'hépatite C chez des patients qui ont une maladie chronique du foie avec une fibrose avancée. Message important, c'est que en fonction de leur score qui prennent en compte l'élasticité hépatique, le taux d'albumine, l'âge, éventuellement la consommation d'alcool et éventuellement le taux d'alpha-fétoprotéines, il y a 2/3 des patients qui se trouvent avec un risque de carcinome hépatocellulaire à moins de 1% par an, qui se situe donc en dessous du seuil pour lequel on estime que le dépistage semestriel échographique est coefficace. Donc aujourd'hui, on n'a pas changé nos pratiques et les recommandations sont toujours de suivre ces patients. On a aujourd'hui différents scores et ça c'en est un nouveau pour essayer de stratifier les patients en fonction de leur risque. Et probablement que le message de ce papier, c'est surtout de nous pousser à peut-être revisiter les recommandations pour ces populations. En particulier, les patients qui n'ont pas de facteur de risque associé de progression de la fibrose, pour lesquels c'est compliqué. C'est pas toujours facile de leur imposer un suivi semestriel. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande majorité des patients qui ont un diagnostic de carcinome hépatocellulaire l'ont à un stade avancé. Et après de nombreuses années avec très peu d'options thérapeutiques pour le CHC avancé, on a eu l'arrivée de nouveaux traitements et en particulier cette combinaison atezolizumab et bevacizumab qui a montré sa supériorité par rapport au sorafenib et qui est devenu notre nouveau standard en première ligne pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé. Et ce travail publié en 2022, c'est en fait les résultats actualisés de l'étude IMREV 150 qui confirme l'avantage en termes de survie, l'avantage global et l'avantage en termes de survie sans progression de la combinaison atezolizumab-bevacizumab par rapport au sorafenib. 30% de réponses objectives avec atezolizumab-bevacizumab, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avec le sorafenib, même si dans ce travail, il y a quand même 11% de réponses objectives avec le sorafenib. Donc des résultats confirmés très intéressants. Mais très intéressant aussi le résultat de ce travail indépendant qui s'est intéressé en fait à l'impact de l'apparition d'anticorps anti-drogue, anti-atezolizumab qui peuvent survenir sous traitement. C'est une cohorte prospective coréenne qui a été menée chez 174 patients. Finalement, ils ont pu analyser 132 patients. Chez des patients chez lesquels ils mesuraient, ils cherchaient l'existence d'anticorps anti-drogue ADA au début du traitement et puis à 3 semaines au J1 du second cycle. Et comme vous voyez sur les courbes, en fait, les patients qui ont des ADA très élevés, supérieurs à 1000 nanogrammes par millilitre, ont une survie sans progression qui est plus courte, à la fois dans la cohorte test et dans la cohorte de validation, et pareil pour la survie globale. Et donc ce travail souligne le fait que ces ADA pourraient être un marqueur pronostic pour identifier les patients qui vont peut-être avoir des réponses défavorables à cette combinaison thérapeutique parce que l'exposition à ces ADA diminuerait l'exposition à la drogue atezolizumab. L'autre chose importante, c'est que la présence d'ADA au premier jour du C2 était le facteur le plus important, prédictif indépendant, le plus important après ajustement associé à la survie sans progression et la survie globale de façon défavorable. Donc aujourd'hui, ces ADA, ils sont pas disponibles en pratique courante, mais je pense que le message important à retenir de ce travail, c'est qu'il faut peut-être qu'on gagne en expertise sur ces ADA pour savoir comment les utiliser pour pouvoir ensuite mieux adapter le traitement à la situation des patients. Et puis aussi parce qu'on a d'autres nouvelles lignes. Maintenant, il y en a presque une par an. Donc ça, c'est un travail qui rapporte une phase 3
qui testait le tremelimumab, un anti-CTLA4, et le durvalumab, un anti-PD-L1 dans le carcinome hépatocellulaire avancé en première ligne. Plus de 1000 patients, 3 bras ont été continués jusqu'au bout. Cette combinaison trémé-durva pour les intimes toutes les 4 semaines pour une injection de trémé toutes les 4 semaines pour le durvalumab tout seul toutes les 4 semaines, ou le sorafenib. Et c'était un travail qui était mené en comparaison de supériorité entre la combinaison trémé-durva par rapport au sorafenib, et une étude de non-infériorité entre le durvalumab seul et le sorafenib. Et les résultats de ce travail sont que, il y a une supériorité de la combinaison par rapport au sorafenib, il y a une non-infériorité du durvalumab par rapport au sorafenib, mais pas de supériorité du durva par rapport au sorafenib. Et puis c'est une combinaison qui est très bien tolérée, qui se rapproche de la tolérance de l'atezolizumab et de bevacizumab. Cette combinaison, elle devrait être disponible en France dès l'année prochaine, en fin de 2023. Donc ça va rajouter à la boîte à outils pour ces patients. Et puis alors je terminerai, c'est la dernière étude, je terminerai par ce travail qui date pas de 2022, que j'ai trouvé très très important, la radioembolisation ou selective internal radiation therapy. C'est un traitement loco-régional du carcinome hépatocellulaire pour lesquels on a eu 3 études de phase 3 qui n'ont pas montré de supériorité par rapport au sorafenib. Mais dans ce travail, les auteurs montrent essayer de tester l'intérêt de faire une dosimétrie personnalisée, c'est-à-dire d'essayer d'apporter à la tumeur une dose minimum, comme ça se fait en radiothérapie conventionnelle, parce qu'ils avaient émis l'hypothèse que ça pouvait que la dose apportée à la tumeur dans les études de phase 3 était probablement pas idéale. Donc dans ce travail multicentrique français, dans plusieurs centres, qui s'est intéressé à des CHC avancés, localement avancés, au moins une tumeur de plus de 7 cm, randomisation dosimétrie personnalisée versus dosimétrie standard. L'objectif primaire, c'était la réponse objective évaluée par l'investigateur au 3e mois du traitement. Dans l'analyse en intention de traiter modifiée parmi tous les patients qui ont finalement reçu le traitement, il y a 71% de réponses objectives chez les patients qui ont reçu une dosimétrie personnalisée par rapport à 36% pour la dosimétrie standard, avec des différences de survie globale et de survie sans progression qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour les patients qui ont reçu plus de 205 grés à la tumeur. Donc ce travail, il insiste sur le fait que il est important d'apporter la bonne dose à la tumeur. Du coup, la radioembolisation, ça peut être un traitement très intéressant pour le CHC de grande taille, plus de 7 cm dans ce travail. Et je finirai par l'actualisation en fait de l'algorithme BCLC, l'actualisation 2022, qui multiplie en fait les possibilités de traitement pour le CHC avancé. C'est la grande nouveauté, et qui introduit la radioembolisation, qui a encore un petit peu de mal à trouver sa place, et je pense qu'on a encore du travail à faire pour cette option thérapeutique. Voilà. Juste une question pour terminer au sujet de cette nouvelle classification BCLC qui est censée nous aider à naviguer entre les différents traitements puis choisir le meilleur pour les patients. BCLC, donc la première ligne de traitement, maintenant, c'est devenu l'association atezolizumab-bevacizumab, qu'on utilise tous. Et quand on regarde ce nouvel organigramme, là, après l'atezobeva, on nous conseille de mettre les patients dans des essais cliniques. Alors, c'est une attitude qui est très evidence-based médecine, mais en pratique, tout le monde n'a pas accès. Puis aussi, on a toujours nos TKI. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique, en fait ? Oui, comme le BCLC effectivement rapporte les données liées par rapport à l'evidence-based, effectivement, après la première ligne, ils mettent les essais thérapeutiques parce qu'on n'a pas de données après la première ligne atezolizumab et bevacizumab. Donc, en attendant que ces essais se fassent peut-être, effectivement, on doit continuer à traiter les patients. Donc, en pratique, on reprend les lignes comme elles étaient avant l'arrivée d'atezolizumab et bevacizumab, c'est-à-dire les TKI, sorafenib notamment, et puis on déroule ensuite les lignes comme elles étaient avant. Mais c'est ce qu'on fait en pratique, je pense que c'est ce que tout le monde fait. On aura probablement des données de vie réelle aussi de ces différentes séquences qui nous aideront à naviguer dans la multiplicité de ces nouvelles lignes qui ne sont pas toujours effectivement comparées entre elles et qui ne seront pas pour lesquelles on n'a pas de données de quoi faire après.
Mais c'est une difficulté qui est toute relative par rapport à une époque où on n'avait pas d'option thérapeutique pour ces patients. Merci beaucoup, Charlotte. Nous accueillons maintenant le professeur Édouard Bardou-Jacquet de Rennes qui va nous parler de maladies auto-immunes du foie et d'hépatite delta. Bonsoir Édouard. Bonsoir Jérôme. Donc effectivement, dans les travaux qui m'ont marqué en 2022 cette thématique, je vais commencer par un gros travail qui a été fait par le groupe international d'études de l'hépatite auto-immune pour essayer de faire un petit consensus d'experts un peu sur ce qu'on entend comme définition. L'hépatite auto-immune, bon, c'est une maladie rare, la physiopathologie n'est pas connue, pas de marqueur pathognomonique, donc un diagnostic qui est souvent compliqué avec une grosse morbidité. Le traitement est assez bien codifié, c'est les corticoïdes et l'azatioprine, et c'est un traitement qu'on dit guidé par la réponse. C'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'en fait, les réponses, il y a plusieurs types de réponses, complètes, partielles, échecs, rechutes, et que l'interprétation dans les études est assez large, en fait, de ce type de réponse. Ce qui gêne un petit peu pour concevoir des recommandations sur la prise en charge de ces patients. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une revue systématique de la littérature où ils ont récupéré toutes les études, toutes les conférences de consensus sur la thématique. Et après, ils ont adopté une méthode Delphi, c'est-à-dire qu'un groupe d'experts, 11, a proposé pour chaque réponse plusieurs définitions. Le critère réponse complète est le mieux défini par etc., etc. Et ils ont fait voter de 1 à 9 un panel d'experts, 75 internationaux, pour évaluer chacune de ces options et essayer d'obtenir un consensus, plus de 80% d'accord, la réponse était validée. Ils ont après essayé de faire une validation externe de ces critères pour voir ce que ça donnait en pratique. Il y a l'avantage de ce papier, c'est qu'il y a un seul schéma en fait à regarder qui résume tout le travail et qui est particulièrement pertinent, je pense, en termes de pratique clinique. Ils sont arrivés à une intolérance au traitement qui est assez simple comme définition, c'est n'importe quel signe d'intolérance ou d'échec médicamenteux. Ils ont défini ce que c'était la réponse au traitement. C'est une diminution de plus de 50% des transaminases à 4 semaines. Donc ça donne à la fois la durée qu'il faut attendre pour savoir si on répond ou pas et un seuil précis sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord. Quand est-ce qu'on discute une deuxième ligne ou pas? Est-ce que c'est qu'une réponse complète au traitement dans l'hépatite auto-immune? Ils l'ont défini à 6 mois. Là aussi, on a une idée du délai. Parfois, c'est un petit peu difficile de savoir combien de temps on se donne. Et la réponse complète est définie par une stricte normalisation des transaminases, alors qu'avant, dans certaines études, c'était un petit peu plus large, et une stricte normalisation du dosage pondéral des immunoglobulines. Donc là aussi, on a un endpoint qui est clair, à 6 mois et bien défini. La rémission de l'hépatite auto-immune, ça a été défini comme une rémission histologique, donc avec un score d'hépatite auto-immune histologique inférieur à 4. On n'a pas réussi à se mettre d'accord par contre sur un délai de répétition des biopsies hépatiques, donc là ils n'ont pas pu mettre de délai temporel. Mais ces 2 points, l'échec, la réponse complète, c'est vraiment des éléments je pense majeurs, d'une part nous pour la prise en charge et surtout pour après, si on veut pouvoir faire des études sur les deuxième, troisième lignes, etc., ça va permettre de mettre tout le monde d'accord. Je pense que c'était vraiment une grande étape dans la prise en charge des hépatites auto-immunes. Ils ont regardé dans une cohorte rétrospective ce que ça donnait en pratique. Une réponse complète ou l'absence de réponse. On voit qu'il y a une surmortalité liée aux événements hépatiques qui est majeure avec une différence qui est évidemment significative. Et à plus long terme, sur le graphique de droite, là encore, la morbimortalité hépatique chez les patients qui avaient une réponse biochimique complète ou non. Et on voit que c'est quelque chose qui est pertinent en clinique, donc qui va pouvoir être applicable. Deuxième travail que je trouvais intéressant, alors qui est peut-être moins large, un peu plus de niche, mais c'est les facteurs de risque et le devenir de la récidive de l'hépatite auto-immune après la transplantation hépatique. Transplantation hépatique dans l'hépatite auto-immune, c'est les complications de la cirrhose, le carcinome hépatocellulaire, les indications classiques. Sauf que contrairement à la cirrhose où on va guérir la cause sous-jacente, l'hépatite auto-immune, le terrain est toujours là. Le risque de récidive dans la littérature, il n'est pas très bien défini, ça va de 10 à 50%, essentiellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, c'est très hétérogène, et il y a le problème de l'histologie, est-ce qu'on fait des biopsies systématiques ou pas, et donc est-ce qu'on diagnostique plus ou moins d'hépatite auto-immune, le rejet, comment est-ce qu'on le distingue. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que c'est des patients qui sont sous forte dose d'immunosuppresseurs, donc on se dit, on traite l'hépatite auto-immune, et finalement non. Et il y a aussi la vieille idée qu'on laisse des corticoïdes un petit peu au long cours chez ces patients, 5 mg, alors que ce n'est pas l'immunosuppression habituelle chez le transplanté hépatique. Donc c'est une série rétrospective, 33 centres, très gros travail, 736 transplantés entre 1987 et 2020. Ils ont exclu tout ce qui était les overlap syndromes, ils ont récupéré toutes les données biologiques, histologiques quand ils les avaient. Ils ont posé le diagnostic d'hépatite auto-immune selon le score hépatite auto-immune simplifié qu'on utilise régulièrement.
Et ils ont regardé quels étaient les facteurs de risque de récidive, univariés, multivariés, et quel impact sur la survie, des choses très très classiques. Le premier résultat qui est intéressant, c'est de voir à quel point la récidive de l'hépatite auto-immune est quand même significative, un petit peu plus que ce qu'on peut penser. Ils étaient à 30% à 10 ans, presque 50% à 20 ans. C'est pas majeur, mais ça veut dire quand même que c'est quelque chose qu'il faut dépister de manière systématique et plutôt en faveur des biopsies un petit peu régulières. L'autre élément, quels sont les facteurs de risque qu'ils ont retrouvés? Alors en univarié, il y avait énormément de variables qui sortaient comme souvent, mais finalement quand on regarde en multivarié, on retrouvait le mycophénolate mofétyle, ce qui est un petit peu surprenant parce que c'est quand même censé être un traitement de deuxième ligne de l'hépatite auto-immune, avec un gros poids comme facteur de risque, le mismatch du sexe entre le donneur et le receveur, et le dosage pondéral des immunoglobulines avant la transplantation hépatique. Ils n'ont pas beaucoup plus élaboré, plus derrière sur l'analyse, c'est des données rétrospectives, il y a énormément de biais qu'on peut toujours discuter, mais c'est quand même la seule grosse série qui soit disponible sur cette problématique. C'est la première fois qu'il y a des données qui sont quand même assez robustes, il y a 300 patients à risque dans chaque groupe, et qui suggèrent que c'est une problématique. Là, je vous ai simplement détaillé les analyses d'univariés en survie sur ces 3 facteurs de risque. Donc en haut à gauche, le mismatch sur le donneur-receveur pour le sexe, en haut à droite, le MMF, et en bas, le dosage pondéral des IgG. Donc on voit quand même qu'il y a un impact en termes d'immunosuppression qui peut poser la question du schéma immunosuppresseur en termes d'individualisation, d'immunosuppression à la carte chez ces patients transplantés hépatiques. L'impact de la récidive, mais elle n'est pas anodine. Quand on voit en termes de perte de greffon à gauche ou de survie du patient à droite, évidemment, il y a une récidive, on perd beaucoup de greffons, la mortalité est un petit peu moins forte, mais c'est quand même significatif. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier en fait dans la prise en charge à long terme. Troisième travail sur les maladies, cette fois-ci inflammatoires des voies biliaires, c'est quelque chose là aussi que j'ai vraiment trouvé majeur parce que ça répond pas définitivement à une question, mais en tout cas ça donne des données robustes sur la problématique du dépistage du cholangiocarcinome dans la cholangite sclérosante primitive. Donc la CSP, c'est une maladie cholestatique inflammatoire, rare, physiopathologie inconnue, associée au MICI, c'est un diagnostic morphologique à l'IRM, comme tout le monde le sait. Et les ressources thérapeutiques sont assez limitées, le traitement, il n'y a pas beaucoup d'options, et c'est des patients qui vont avoir des complications à type de cholangite, de sténose, de cirrhose et de cholangiocarcinome, qui est toujours un diagnostic un petit peu dramatique chez ces patients. L'incidence, elle est mal déterminée, entre 0,5 et 1,5%. Les facteurs de risque, on ne sait pas ce que ça va être. Et il y a difficulté de diagnostic chez ces patients qui ont des sténoses inflammatoires. Est-ce que ça va être du cholangiocarcinome ou pas? Finalement, ça fait des années et des années qu'il y a des batailles d'experts. Est-ce qu'il faut faire une surveillance IRM tous les 6 mois, tous les ans, juste une écho, une CPRE? Les recommandations de l'OASL, que je vous conseille de lire, elles ont été remises à jour en 2022, suggèrent, n'imposent pas, ne conseillent pas, suggèrent simplement une échographie ou une IRM annuelle, sauf chez les patients qui sont cirrhotiques, évidemment, on fait une échographie tous les 6 mois. Mais c'est basé sur des données assez spartiates. Et là, en fait, c'est en Suède une cohorte prospective, multicentrique, 500 patients, donc c'est vraiment un très gros travail qui ont été suivis pendant 5 ans, avec un suivi annuel, clinique, biologique, CA19-9, IRM, avec injection de produits de contraste pour l'IRM, et un workflow systématique, en fait, à chaque fois qu'il y avait une sténose inflammatoire ou un doute sur une progression, CPRE, brossage, spyglass, après en fonction, s'il y a un cholangioca, discuter en RCP régional, donc sur un centre expert, si c'est bénin, une IRM à 3 ou 6 mois, si l'IRM ne montre pas d'évolution, on retourne à la case suivi annuel. Donc vraiment quelque chose de très systématique, très propre, très bien fait. Donc, ils avaient 500 patients, essentiellement des patients avec une MICI, 12% étaient cirrhotiques, une maladie ancienne, l'âge moyen de diagnostic c'était de 7 ans à l'inclusion dans l'étude. Bonne adhérence au programme, presque 2000 IRM effectués, donc il y a toujours quelques perdus de vue, des gens qui ont décalé les examens, qui n'ont pas pu les faire, 90% avec injection de produits de contraste, donc un bon respect du protocole. Ils ont diagnostiqué 7 cholangiocarcinomes périhilaires, l'essentiel était asymptomatique, plus de 85%, 3 d'emblée métastatiques, 4 diagnostiqués fortuitement sur l'explant après transplantation hépatique. 4 cholangiocarcinomes intrahépatiques, tous symptomatiques, quasiment tous avancés et métastatiques au diagnostic. Et 4 carcinomes vésiculaires, plutôt asymptomatiques, 100% d'entre eux ont pu avoir un traitement curatif. Ce qu'ils ont déterminé en fait comme paramètre intéressant, donc c'était l'atteinte sévère ou l'aggravation des sténoses inflammatoires visibles sur l'IRM. Un quart des patients ont présenté ce syndrome.
qui a une valeur prédictive positive de seulement 10%. Donc 10% de ceux qui avaient une aggravation ou une sténose suspecte avaient un cholangiocarcinome, mais qui avaient une valeur prédictive négative de 99%. Si on regarde ces patients, la plupart ont pu avoir une CPRE. Il y a 168 CPRE qui ont été faits chez 90 patients, presque 2 par personne. L'incidence globale du cholangiocarcinome était très basse, 0,4%. Et on voit la différence, donc là, c'est des courbes de Kaplan-Meier, entre les patients qui avaient une aggravation, une sténose suspecte, et ceux qui n'en avaient pas, donc une différence significative. Et ce qui ressortait effectivement comme facteur de risque principal de cholangiocarcinome, c'était cette atteinte sévère ou cette aggravation. Il y avait aussi le CA19-9, mais dans un ordre de grandeur beaucoup plus faible. La partie la plus décevante, enfin le résultat solide de l'étude, mais qui est un petit peu décevant, en fait, c'est la survie de ces patients. On constate que ce soit pour le carcinome intrahépatocellulaire, le carcinome périhilaire ou le carcinome hépatocellulaire, ils avaient une mortalité et une espérance de vie extrêmement réduite. Donc finalement, un gain pour les patients qui sont minimes. Il n'y a que les cancers de la vésicule qui avaient une survie qui était prolongée et chez qui il pouvait y avoir un espoir. Donc ça pose un petit peu la question. Leur discussion n'était pas vraiment optimiste sur l'intérêt d'une surveillance annuelle, puisque finalement, on diagnostique des cancers assez peu, à un stade tardif, pas vraiment de gain en termes de survie pour les patients. Mais c'est la première fois qu'on a des données vraiment robustes sur cette thématique. Donc le CA19-9 sort en analyse multivariée. Tout à fait. Mais en pratique, ils ont défini un seuil, un delta de progression. Est-ce qu'on a un peu plus d'indications sur comment l'utiliser? Alors, de la manière dont ils ont décrit leurs résultats, non. Je ne peux pas répondre à cette question parce que clairement, ils n'ont pas cherché à déterminer de seuil. Il y a des courbes qui montrent qu'en fait, il y a une forte fluctuation du CA19-9 chez les gens qui avaient un cholangiocarcinome, mais pas de valeur prédictive positive qui soit satisfaisante. Donc en fait, on voit le CA19-9 qui monte, ils font des courbes récapitulatives, ça monte, ça baisse, mais ça ne permet pas d'identifier chez le cholangiocarcinome chez les patients. La manière dont ils ont présenté les résultats, je pense que ça ne marche pas, sinon on l'aurait beaucoup plus mis en avant. Et on voit qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Donc je pense que c'est assez décevant en termes de marqueurs biologiques. Un autre travail de beaucoup plus petite envergure qui concerne cette fois le déficit en alpha-antitrypsine, mais que je trouve vraiment intéressant parce que c'est un changement futur majeur dans la prise en charge. Donc l'alpha-antitrypsine, rapidement, c'est une maladie génétique autosomique récessive qui n'est pas si rare que ça, franchement sous-diagnostiquée probablement, en partie due à un phénotype qui est très variable. On considère que seuls 20 à 40% des patients qui sont ZZ, donc vraiment déficitaires, vont développer une cirrhose. Et c'est une maladie du métabolisme et de la traduction protéique. Quand vous allez avoir un déficit, vous allez avoir une dégradation anormale de la protéine qui va provoquer une inflammation, une apoptose, parfois la formation de polymères qui là aussi vont induire une autophagie, une inflammation au niveau de la cellule, ou une accumulation de protéines mal repliées qui vont provoquer un stress cellulaire. Le principe du Fazirsiran, en fait, c'est les ARN interférents. Donc vous allez capter l'ARN messager, le détruire et donc empêcher la traduction en protéines en amont de ce process protéique, donc pour essayer de limiter les dégâts liés à l'accumulation de la protéine anormale. C'est un essai de phase 2, des patients homozygotes ZZ, une fibrose modérée à sévère, un FF3, pas de cirrhose était censé être inclus dans le protocole, même si finalement après relecture il y en avait 2. C'est les injections sous-cutanées du Fazirsiran 100 ou 200 mg à J1, S4 et après tous les 3 mois. C'est les patients qui ont une biopsie hépatique à l'inclusion et à 6 mois ou pour la cohorte qui a été suivie à 1 an. Et les critères de jugement, c'est la concentration intrahépatique en alpha-antitrypsine, les critères de jugement secondaire, l'évolution hépatique, etc., etc. 16 patients inclus, donc une toute petite cohorte, c'était une phase 2, 50 ans, 88% d'hommes, essentiellement des fibroses modérées, 38%, 25% de F3. 38% des patients étaient sous traitement substitutif, donc avaient une atteinte pulmonaire significative et étaient traités avec de l'alpha-antitrypsine. Le résultat principal, ça montre que ça marche très bien. Il y a une très forte diminution de la concentration intrahépatique en protéines. Ça se voit aussi au niveau sérique, plus de sécrétion quasiment d'alpha-antitrypsine dans le sérum. Et sur l'atteinte hépatique de manière indirecte, on voit une franche diminution des transaminases, diminution des gamma-GT. Donc tous les endpoints sont rencontrés. Ça permet de diminuer la quantité de protéines, de diminuer l'inflammation. On a aussi sur le plan histologique une diminution de l'inflammation, une régression de la fibrose chez quelques patients, une progression de la fibrose chez un patient. C'est à prendre avec beaucoup de guillemets, puisque très peu de malades, relecture centralisée d'une histologie qui n'est pas forcément évidente. Donc je pense que c'est un peu tôt pour conclure sur la fibrose. En tout cas, c'était bien toléré, quelques douleurs articulaires, des augmentations de créatinine kinase, diarrhée, fatigue, mais pas d'arrêt de traitement à cause d'effets secondaires.
La question principale, évidemment, c'est on arrête la sécrétion d'alpha-antitrypsine résiduelle. Qu'est-ce que ça fait au niveau des poumons? Très bonne tolérance sur le plan pulmonaire, pas d'effet secondaire majeur, pas d'exacerbation de BPCO chez les patients qui étaient déjà emphysémateux avec une atteinte pulmonaire sévère, pas d'évolution de la VEMS ou du DLCO au cours de l'étude, avec des guillemets là encore, c'est un suivi que d'1 an. Au vu de l'histoire de la maladie naturelle, c'est plusieurs années d'évolution, il faudra qu'on sache. Vraisemblablement, ça sera quelque chose à surveiller de très près. Mais en tout cas, pour ces patients chez qui on n'a actuellement absolument rien à leur proposer en dehors de la greffe, ça ouvre une fenêtre très très intéressante en termes d'intervention thérapeutique. Ensuite, des données qui sont intéressantes dans l'hépatite delta, pour parler un petit peu de virus, avec le bulévirtide, dont on entend parler depuis quelques temps, essentiellement sur des communications dans les congrès. Donc là, on commence à avoir des papiers avec des résultats définitifs des études initiales qui sont intéressants. Là, c'était l'étude MIR 202. L'hépatite delta, donc c'est une hépatite avec un virus ARN défectif qui est obligatoirement associé à une infection B. La prévalence dans l'hépatite B chronique, c'est une très forte variation régionale de 4 à 15%. On sait que c'est des formes graves d'hépatite virale. La progression vers la cirrhose est beaucoup plus rapide, une mortalité importante, une prévalence du carcinome hépatocellulaire qui est aussi significative. Il y avait un très beau travail qui avait été fait par l'équipe du centre de référence français qui avait colligé tous les cas français, donc vous avez les courbes en dessous, avec une prévalence de la cirrhose à 10 ans qui était presque de 50%, donc c'est vraiment majeur. Et pour l'instant, quasiment pas d'option thérapeutique. On fait de l'interféron hors AMM, pégylé avec une réponse biologique partielle chez un tiers des patients, ce qui n'est pas fantastique. Le bulivertide, c'est un inhibiteur d'entrée de l'hépatite B et de l'hépatite delta qui est développé depuis quelques années. Là, c'est une étude donc, de phase 2 ouverte contre placebo multicentrique des patients qui n'avaient pas de cirrhose Child B ou C, donc il y avait des Child A, 2, 5, 10 mg par jour, 6 mois de traitement, 6 mois de suivi. Et la définition de la réponse, c'était une baisse de l'ARN de plus de 2 log ou une disparition de l'ARN. 120 patients ont été inclus, essentiellement des hommes, 50% étaient cirrhotiques, avec une élasticité moyenne à 16 kPa. Les résultats sont plutôt très encourageants. On voit qu'il y a une réponse biologique, donc une diminution de l'ARN de plus de 2 log ou une disparition chez plus de 50% des patients, mais à 6 mois après l'arrêt du traitement, une récidive de la réplication qui est assez rapide, donc des résultats qui sont temporaires. Quelques effets secondaires, augmentation des acides biliaires, thrombopénie, mais globalement un traitement très bien toléré. Dans la foulée, une autre publication en fait italienne, donc qui n'est pas un essai industriel, qui est une étude de vraie vie, qui s'est intéressée en fait aux patients au stade un petit peu après, c'est-à-dire des patients cirrhotiques avec une hypertension portale cliniquement significative, chez qui il n'y avait pas de données pour l'instant, qui ont été traités pendant 1 an. Ils l'ont défini par une élastométrie supérieure à 25 kPa ou de grandes varices œsophagiennes à l'endoscopie, bulévertide 2 mg, associé au tenofovir ou l'entecavir, alors que normalement c'est que le tenofovir dans les précédentes études, suivi toutes les 4 semaines, clinique, biologique, paraclinique, etc. Là on a les données de la population assez standard, ils avaient quasiment tous des varices œsophagiennes, l'essentiel quand même était cirrhotique Child A, il n'y avait pas d'insuffisance hépatocellulaire, tous ont été traités par interféron, avec un score de MEL moyen qui était à 6, donc une population d'hypertension portale sans cirrhose décompensée trop sévère. Là aussi, les résultats sont très encourageants. Réponse virologique, donc toujours pareil, diminution de plus de 2 log de l'ARN ou disparition, plus de 80% des patients à 48 semaines. Un quart avait un ARN indétectable, 23%, ce qui est quand même assez impressionnant chez les patients cirrhotiques graves. Vous avez sur la droite les paramètres biologiques, les transaminases qui diminuent avec le virus. L'inquiétude qu'il y avait, c'était par rapport à la thrombopénie, la toxicité du médicament. Finalement, pas de thrombopénie qui soit aggravée, pas d'amélioration non plus, mais pas d'aggravation. Et donc une tolérance très satisfaisante de cette molécule avec des bons résultats sur ce virus delta. Donc là encore, plus d'études qui vont être nécessaires, mais en tout cas des résultats très encourageants. Donc l'interféron, ça marche pas très bien tout seul. Le bulévertide, c'est intéressant. La question que tout le monde se pose et que tout le monde pose, est-ce qu'il ne faut pas associer les deux finalement ? Alors pour l'instant, dans le développement industriel du médicament, il n'y a effectivement pas beaucoup de données, mais on attend beaucoup des données de la cohorte de l'ANRS et des communications qui ont été faites pour ce qui a été recueilli pour l'instant au niveau national français. On a quand même l'impression effectivement qu'en association avec l'interféron, on potentialise la réponse avec un taux de réponse qui est beaucoup plus élevé. Un petit peu difficile pour l'instant de se prononcer, d'avoir des recommandations définitives, mais ça a l'air d'être l'option qui va être retenue. Et puis la cohorte delta de l'ANRS, elle continue, donc on va accumuler les données. Avec les patients pour accumuler les données, et plus on a de recul, plus on arrivera à décider. Mais effectivement, pour l'instant, on a l'impression que les résultats avec interféron sont un peu plus favorables. Ouais. Merci beaucoup, Édouard. Merci, Laurent.
On va terminer cette webconférence et on a le plaisir pour cette dernière session d'accueillir le docteur Aurélie Plessier de Paris-Beaujon qui va nous relater les publications en rapport avec la cirrhose et l'hypertension portale. Merci Jérôme. Effectivement, je vais vous présenter des études sur la cirrhose, l'hypertension portale et ses complications. Et vous verrez que la plupart de ces études ont fait l'objet des dernières recommandations de Baveno que nous avons récemment présentées avec la FEF et que, en particulier, celles qui ont été présentées par le Dr Elkrief dans les webinaires précédents. Donc, la première étude concerne le traitement médical et le carvedilol. Cette étude européenne est très importante. Vous savez qu'on définit maintenant l'hépatopathie chronique avancée compensée, qui sont des patients à haut risque d'avoir une hypertension portale significative et à risque essentiellement de complications et de décès de maladies hépatiques. Ce stade d'hépatopathie est défini essentiellement par des valeurs d'élasticité qui permettent d'exclure, de suspecter ou de retenir ce diagnostic d'hépatopathie chronique avancée compensée. D'autres tests sanguins, associés ou non à l'élastographie, permettent également de définir la gravité de cette maladie hépatique. Maintenant, comment peut-on estimer l'hypertension portale encore avec le fibroscan et les tests biologiques? Les valeurs d'élasticité à moins de 15 kPa avec des plaquettes à plus de 150 000 plaquettes permettent d'exclure l'hypertension portale cliniquement significative avec une valeur prédictive négative qui est excellente à plus de 90%. De la même façon, une hypertension portale cliniquement significative va être définie soit avec une élasticité supérieure à 25 kPa avec une excellente valeur prédictive positive et il existe une zone un peu grise entre les deux, mais qui permet quand même, lorsqu'on utilise l'élasticité et le seuil de plaquettes, de définir une hypertension portale cliniquement significative avec une valeur prédictive positive autour de 60%. L'étude que je vais vous présenter voulait voir si le carvedilol permettait d'éviter de passer de ce stade de cirrhose compensée à un stade de cirrhose décompensée. Et pour cela, ils ont effectué une méta-analyse de données individuelles et ajusté ces résultats par un score de propension. Donc, les résultats sont donc les suivants. Il y a donc 350 patients avec cirrhose compensée qui viennent de 4 essais contrôlés. 180 patients étaient traités par carvedilol et étaient comparés à 171 patients contrôle, soit patients traités par ligature de varices œsophagiennes et 92 sous placebo. Et vous voyez tout de suite que le carvedilol permet de très significativement diminuer le risque de développer une décompensation de la maladie hépatique, mais également, résultat encore plus important, d'améliorer la survie. Donc, en conclusion de cette étude, le traitement par carvedilol réduit la décompensation de la cirrhose et a amélioré de manière significative la survie des patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée. Ces résultats suggèrent que le dépistage de l'hypertension portale significative chez les patients atteints de cirrhose compensée pour permettre l'initiation rapide du carvedilol permettrait d'améliorer le pronostic de ces patients. Ainsi, de cette étude ont découlé les recommandations de Baveno 7, qui, vous voyez, sont très différentes de celles de Baveno 6. Maintenant, on prévient la décompensation et lorsque nous sommes dans la situation d'une hypertension portale cliniquement significative telle que je l'ai définie précédemment, on fait immédiatement une prophylaxie par carvedilol. Donc, la philosophie de Baveno a vraiment évolué. Avant, les bêta-bloquants, c'était surtout l'idée de prévenir l'hémorragie digestive, d'où l'intérêt que les tests invasifs de dépister les patients qui ont besoin de faire une fibroscopie. Maintenant, c'est plus, on table plus sur l'effet pléiotropique des bêta-bloquants et on fait le jump, diagnostic non invasif, indication de traitement. Exactement. Donc maintenant, ce n'est plus l'endoscopie en première ligne. On met en place le traitement puisqu'il n'agit pas
que sur l'hémorragie digestive, mais il agit sur la décompensation et sur la survie. Donc, un point extrêmement important qui permet de donner ce médicament par carvedilol systématiquement. Et on en profite pour rappeler que la FEF a fait un webinaire, comme tu l'avais rappelé en début, sur la restitution des recommandations de Bavenov-7, qui est toujours disponible en replay, que tout le monde peut consulter avec une large overview, parce qu'il n'y a pas que ça dans les recommandations de Bavenov-7. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons parler des autres traitements, en particulier de radiologie interventionnelle et du TIPS. Et cette étude importante de l'équipe de Marika Rudler, qui est encore une fois une étude multicentrique européenne et qui évalue le TIPS préemptif et en particulier le TIPS préemptif chez les patients qui ont une encéphalopathie hépatique. En effet, le TIPS préemptif réduit la mortalité de la cirrhose Child-Pugh ou B avancée avec un saignement actif et une hémorragie varicoeuse aiguë. Mais les études de vie réelle, malheureusement, montrent qu'il y a moins de 15% des patients qui étaient éligibles pour un TIPS préemptif qui finalement ont un TIPS par crainte de ce risque d'encéphalopathie hépatique chez des patients qui ont eu une encéphalopathie hépatique. Donc les objectifs de cette étude étaient d'évaluer la prévalence de l'encéphalopathie hépatique chez les patients atteints d'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes et d'évaluer le devenir des patients qui avaient une encéphalopathie hépatique à l'admission après un TIPS préemptif, et de déterminer si l'encéphalopathie hépatique à l'admission était un facteur de risque de décès et également, évidemment, d'encéphalopathie hépatique post-TIPS. Donc, il s'agit d'une étude observationnelle qui regroupe 2138 patients qui provenaient donc de 34 centres entre octobre 2011 et mai 2015. Et le TIPS préemptif était effectué et l'indication était posée sur la politique de chaque centre. Les patients étaient suivis jusqu'à 1 an ou jusqu'au décès ou jusqu'à la greffe. Donc voici les résultats de cette étude. 671 patients finalement sur 2138 patients étaient à haut risque. 66 ont reçu un TIPS préemptif contre 605 patients qui ont eu un traitement endoscopique et médicamenteux comme classiquement effectué. À l'admission, vous remarquerez que 39% des patients à haut risque avaient une encéphalopathie hépatique versus 10% chez les patients à faible risque. Et vous voyez ici, dans le diagramme un peu plus bas, que les facteurs de décès chez les patients à haut risque étaient le fait d'avoir un état de choc à l'admission, ce qui n'est pas très étonnant, un score de MELD élevé, un âge avancé, comme déjà décrit, une encéphalopathie hépatique à l'admission, mais qu'au contraire, les patients qui avaient un traitement un TIPS préemptif étaient protégés du décès dans cette population. Ici, vous voyez sur la courbe, sur les deux diagrammes du haut, les patients à haut risque avec encéphalopathie hépatique, alors que sur les courbes du bas sont présentés les patients à haut risque sans encéphalopathie hépatique à l'admission. Vous voyez sur les deux courbes du haut, donc la population totale et à droite les patients qui avaient en plus de l'encéphalopathie hépatique un score de Child-Pugh. Vous voyez qu'il y avait bien une différence significative de survie entre les patients traités par traitement par ligature seul sans TIPS préemptif et les patients en rouge sur la courbe rouge qui étaient les patients avec TIPS préemptif. Vous voyez qu'il y a bien une différence significative de survie et que les patients avec TIPS préemptif ont bien une meilleure survie qu'ils soient Child C ou Child B sévère. En revanche, dans la courbe du bas, donc les patients sans encéphalopathie hépatique à l'admission, il n'y a pas de différence significative, même si il y a malgré tout une bonne tendance. Donc, en conclusion, le TIPS préemptif est associé à une meilleure survie que le traitement endoscopique chez les patients à haut risque atteints de cirrhose avec hémorragie sur rupture de varices et qui présentent une encéphalopathie hépatique à l'admission. Donc, encore une fois, cette étude a permis de valider, vous voyez à gauche, pour Bavenov-7, lorsqu'on effectue un TIPS préemptif, ce TIPS
TIPS préemptif est indiqué chez les patients Child B avec hémorragie active ou Child C, même si ils ont une encéphalopathie hépatique, et c'est ce que je viens de rapporter dans cette étude. Une deuxième étude sur le TIPS chez les patients en prévention de la récidive hémorragique avec ou sans embolisation des varices gastro-œsophagiennes. C'est effectivement une question qui se pose puisque les études préalables sont effectuées avec des TIPS non couverts ou sont des études rétrospectives ou non randomisées. Et donc, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'intérêt de l'embolisation des varices œsogastriques simultanées aux TIPS pour réduire l'incidence de la récidive hémorragique. Donc c'est important car il s'agit d'une étude randomisée, contrôlée, ouverte, monocentrique chinoise, avec un suivi médian des patients de 62 mois, 134 patients qui ont une cirrhose et un TIPS couvert. Il faut noter qu'il s'agit de patients qui ont un TIPS programmé, donc en prophylaxie secondaire dans les 6 semaines après rupture de varices œsophagiennes. Les patients sont randomisés soit pour un TIPS avec embolisation des varices. Il y a eu une stratification selon le score de Child et le critère de jugement principal était l'incidence cumulée de récidive de rupture de varices à 2 ans. Donc vous voyez ici les caractéristiques des patients par groupe. Vous pouvez constater que ces patients sont évidemment comparables et qu'il s'agissait essentiellement de cirrhose virale B avec un ADN détectable environ dans 41%. Il faut noter que la pression post-TIPS était supérieure à 12 chez 4 patients, mais que c'était équilibré dans chaque groupe et qu'il y a eu un succès du TIPS dans 100% des cas, que ce soit un TIPS avec embolisation ou sans embolisation. Donc voilà les résultats. Il n'y a pas de différence significative sur la récidive hémorragique, qu'il y ait ou non une embolisation. Vous voyez 11,6% dans le groupe TIPS et embolisation versus 13,8% sans embolisation. Et même dans les analyses en sous-groupe, il n'y avait pas non plus de différence, quelle que soit la cause de la cirrhose, le gradient post-TIPS, la localisation des varices. Voilà donc une étude qui ne montre pas de différence, qui est importante parce que c'était une question qui se posait et le fait d'avoir une étude randomisée contrôlée permet de confirmer que ce n'est pas nécessaire de faire ce geste. En conclusion, le risque de récidive hémorragique n'est pas diminué par l'embolisation des varices lors de la pose d'un TIPS couvert programmé en prophylaxie secondaire. Donc une troisième étude qui va également être importante dans les recommandations de Baveno sur l'utilité des tests non invasifs dans l'hypertension portale cliniquement significative après traitement de l'hépatite C. En effet, les tests non invasifs sont validés chez les patients qui ont une hépatite C chronique pour l'évaluation de l'hypertension portale cliniquement significative, comme on en a déjà discuté tout à l'heure, et on sait que l'hypertension portale diminue après éradication virale. La question, c'est est-ce que ces tests non invasifs restent valides après cette éradication du virus de l'hépatite C, et puis de tenter de déterminer l'utilité pronostique et diagnostique de ces tests associés au taux de plaquettes. Donc il s'agit d'une étude multicentrique européenne internationale, analyse poolée de données individuelles de patients issus de 8 cohortes avec une cohorte de validation. Donc vous voyez ici les résultats. À gauche, le gradient à l'inclusion. Vous voyez que le gradient médian à l'inclusion était de 14 mm de mercure, alors qu'à droite, après traitement, ce gradient avait été abaissé à 11,8 mm de mercure. Il y avait une hypertension portale cliniquement significative chez 84% des patients à l'inclusion et seuls 54% avaient une hypertension portale significative après traitement. Donc une diminution du gradient de 80% grâce au traitement. Malgré tout, 14% des patients augmentaient leur gradient et pour 5%, le gradient restait stable. Chez les patients avec un gradient entre 6 et 9 mm de mercure, la résolution de l'hypertension portale était présente chez 68% des patients avec une hypertension portale cliniquement significative nulle.
Donc ici, voilà un peu un résumé de tout cela. Envers les patients pour qui l'hypertension portale cliniquement significative peut être exclue, vous voyez qu'au départ, 42% des patients avec une hypertension portale significative, 0% après traitement. En conclusion, chez les patients avec hypertension portale cliniquement significative et hépatite C guérie, sans autres cofacteurs bien évidemment, je ne l'avais pas précisé, le risque de décompensation est nul si les patients ont une élasticité à moins de 12 kPa et des plaquettes à plus de 150 000. On peut alors arrêter la surveillance de l'hypertension portale. Et donc, vous voyez ici que dans ces recommandations de Baveno, sur la gauche, on est bien dans la situation où ces recommandations à Baveno ont bien recommandé l'arrêt de la surveillance de l'hypertension portale dans cette situation. En revanche, il est extrêmement important, bien sûr, de poursuivre la surveillance du carcinome hépatocellulaire. Donc la dernière étude concerne la thrombose de la veine porte et le traitement anticoagulant à l'absence de cirrhose. Il s'agit d'un travail multicentrique français que nous avons coordonné sur le rivaroxaban en prophylaxie dans la thrombose chronique de la veine porte. Vous savez que il y a une balance bénéfice-risque évidemment dans le traitement anticoagulant dans la thrombose porte chronique, avec un risque hémorragique par rupture de varices ésophagiennes qui n'est pas négligeable et un risque de thrombotique qui est variable dans les études rétrospectives entre 5 et 7%, évidemment plus élevé lorsque les patients ne sont pas sous anticoagulants. Lorsque les patients ont des facteurs de risque majeurs, ce traitement anticoagulant reste évidemment indiqué, mais chez les patients qui ont des facteurs de risque faibles, comme une mutation hétérozygote des gènes de la coagulation, une hyperhomocystéinémie, cette question reste posée. Faut-il traiter ces malades par anticoagulant au long cours? Il n'y avait pour l'instant pas de réponse à cette question. Bien évidemment, lorsque les patients ont des facteurs de risque forts, on préconise une anticoagulation au long cours du fait de ce facteur de risque qui va majorer le risque de récidive. Donc il s'agit d'un essai randomisé ouvert. Les patients étaient traités par rivaroxaban 15 mg ou randomisés pour l'absence de traitement anticoagulant. Le critère de jugement principal était la survenue d'un événement thromboembolique ou le décès. Donc les patients inclus étaient soit des patients qui avaient un cavernum porte révélé par une complication de l'hypertension portale, ou bien qui avaient eu une thrombose porte aiguë qui a été traitée au moins 6 mois par traitement anticoagulant et pour lesquels on se demande s'il faut continuer ou arrêter. Tous ces patients n'avaient pas de facteurs de risque majeur de thrombose. Ces facteurs de risque majeur sont décrits plus bas. À noter que les patients qui avaient été réséqués pour un infarctus mésentérique ou qui avaient un antécédent personnel ou familial de thrombose étaient également considérés comme des patients avec des facteurs de risque élevés de récidive, donc n'étaient pas inclus. 112 patients finalement inclus et randomisés, 56 sur rivaroxaban, 56 n'avaient pas d'anticoagulant. Et vous voyez que, encore une fois, les caractéristiques des patients à l'inclusion, les patients sont comparables, que ce soit en termes de gravité de l'hypertension portale, de thrombophilie de risque faible et d'extension de la thrombose de la veine porte. Et voilà les résultats. Dans le groupe Xarelto 15, qui est la ligne rouge, vous voyez qu'il n'y a aucun événement thrombotique, alors que chez les patients à qui il n'y avait pas de traitement anticoagulant, la ligne bleue, le risque de récidive de thrombose était environ de 20% patients-années. Il y avait quand même des événements sévères de thrombose avec 3 embolies pulmonaires, 4 thromboses dans le territoire splanchnique, et ceci avec un suivi médian de 11,8 mois. Un résultat secondaire qui a quand même son intérêt est que les patients, vous voyez ici, on évaluait le risque de récidive selon le taux de dédimère, et les patients qui ont des dédimères supérieurs à 500 un mois après l'arrêt du traitement anticoagulant sont beaucoup plus à risque de récidiver leur thrombose avec un hazard ratio à 7,78.
Deuxième partie de l'étude évaluait le risque hémorragique sous anticoagulant. Donc finalement, il était recommandé de switcher tous les patients à un traitement anticoagulant. 99 patients sous anticoagulant versus 12 patients qui soit ne voulaient pas prendre d'anticoagulant, soit leur médecin leur avait dit de ne pas le poursuivre. Et vous voyez que 3 patients ont présenté une hémorragie sévère, tous sur rupture de varices ésophagiennes, et que ce taux d'incidence d'hémorragie sévère était identique qu'on soit exposé aux anticoagulants ou non exposé à un traitement anticoagulant. Donc, en conclusion, chez les patients qui n'ont pas de facteurs de haut risque sous-jacent identifiés, il semble qu'il soit important de donner aux patients un traitement anticoagulant au long cours, par rivaroxaban 15 mg, et que si, malgré tout, on décide d'interrompre ce traitement, soit parce que ce patient est plus à risque hémorragique, soit parce qu'il est dans une situation moins favorable au traitement anticoagulant, on peut peut-être utiliser les dédimères et pour savoir ce que l'on fait par la suite, si on peut vraiment arrêter ou pas. Je vous recommande de relire ces recommandations de Baveno que j'ai largement détaillées et également d'autres recommandations qui ont été écrites dans la prévention et la prise en charge de l'hémorragie et de la thrombose chez les patients qui ont une cirrhose, recommandation de l'EASL. Une dernière question au sujet de l'étude sur le rivaroxaban. Habituellement, la posologie hors hépatopathie, j'entends, c'est plutôt 10 ou 20 mg. Là, vous avez fait le choix de 15 mg. Tu peux en dire un peu plus sur vos raisons, vos motivations ? Alors effectivement, dans la thrombose veineuse profonde au stade aigu, on traite d'abord par 30 mg pendant 21 jours, puis 20 mg pendant 3 à 6 mois. Et après, soit on arrête, soit on peut donner 10 mg si ce sont des patients au risque de récidive de thrombose, d'embolie pulmonaire. Et donc, cette poursuite avec du rivaroxaban 10 mg, c'est une étude qui a été réalisée, qui s'appelle l'étude Einstein, qui a été réalisée plus tard, bien après l'initiation de l'étude REPORT, et donc qui n'est pas une dose que nous pouvions utiliser à l'époque. Donc nous avons, du fait du risque hémorragique de nos patients, nous voulions une dose un peu plus faible que celle de 20 mg. Et 15 mg, c'était la dose recommandée pour les patients à risque en cas d'insuffisance rénale. Donc nous nous sommes dit, bon, allez, tentons cette dose. Et finalement, en tout cas, 15 mg, ça marche pour éviter la récidive de thrombose. Peut-être que 10 aussi, mais il faudra faire d'autres études pour valider ce point. Merci beaucoup Aurélie. Nous arrivons à la fin de cette webconférence. Merci aux 3 orateurs pour la qualité de leur présentation. Merci également à nos partenaires industriels pour leur soutien institutionnel. J'en profite pour vous rappeler 2 événements importants en 2023. Les recommandations de l'AFEF sur le TIPS qui se tiendront cette année à Toulouse du 1er au 2 juin. Et bien entendu, le congrès scientifique annuel de l'AFEF qui aura lieu à Rennes du 4 au 6 octobre. Encore merci, excellente soirée à tous et à très bientôt.